Et nous sommes très heureux pour ce deuxième forum du leadership d'accueillir Jean-François Copé et l'association Tribune, qui est une association extrêmement importante à l'ESCP, qui reçoit des personnalités très importantes et qui a été créée, Monsieur le Premier ministre, au siècle dernier, par Jean-Pierre Raffarin. Donc c'est une très belle association. Donc voilà, bon, merci à tous de vous rasseoir. Je vous propose qu'on démarre parce que l'agenda court et je laisse la parole à nos amis. Donc on accueille avec Jean-François Copé, Tristan Fenrol et Julie Leroyer, qui sont donc étudiants de l'ESCP. Merci à vous de vous associer à nos travaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, merci à l'École du leadership de Paris et à la Fondation Prospective et Innovation de nous donner la parole aussi, parce que le leadership, c'est une question qui nous intéresse en tant qu'étudiants. Et donc, pour cette courte tribune, le sujet qui nous a été donné pour interviewer Jean-François Copé est donc le leadership public à l'épreuve des transformations. Donc, avant d'examiner avec précision les enjeux propres au leadership public, il convient sans doute d'en cerner d'abord les contours. Pourriez-vous, Monsieur Copé, nous indiquer 3 éléments essentiels qui font, selon vous, la singularité de ce leadership public ? Ça marche, oui. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de participer à cet après-midi sur le leadership. Je pense que c'est un thème absolument passionnant. Et merci à la fois à Jean-Pierre, à Philippe et à toi, Henri, de mener cette aventure, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de remettre au goût du jour cette question du leadership. Moi, mon regard sur tout ça est renforcé en plus par ce que j'ai entendu tout à l'heure de la passionnante table ronde. C'est que jamais, sans doute, le leadership n'a connu une telle crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que finalement, les 80 années qui viennent de s'écouler étaient des années où on avait le sentiment qu'on avait à peu près trouvé la martingale gagnante, avec une notion de leadership public. Alors c'est toujours intéressant d'ailleurs de le comparer avec l'entreprise, mais avec un leadership public qui en gros était assis sur 3 idées. La première, c'est d'être capable de porter une vision sur une période de 10 à 15 ans qui permettait à un peuple d'entendre de la part du leader quelle était la grande orientation qu'on pouvait lui proposer. C'était ce qui faisait sa grandeur, sa supériorité, la reconnaissance des citoyens vis-à-vis de lui, sa légitimité venant du suffrage universel. La deuxième caractéristique après la vision, c'était la capacité de mettre en œuvre en réalité cette vision, et donc de diriger, de choisir les hommes, de prendre les décisions. Puis troisièmement, c'était de la partager avec les citoyens de telle manière qu'on puisse les associer à la mise en œuvre de ce grand projet. Bon. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que aujourd'hui, dans ces 3 dimensions, le leader public est non seulement challengé, mais en fait profondément menacé. En fait, c'est devenu un colosse au pied d'argile. La dimension du commandement d'abord, qui est incontestablement menacée par le populisme, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, il y a aujourd'hui des gens qui se présentent comme étant capables de commander à travers l'immédiateté, à travers le court-termisme, à travers la radicalisation, donc tout l'opposé d'une démarche de rassemblement et d'apaisement et de vision. La deuxième menace, c'est par rapport à l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire que le chef, par définition, et en particulier dans les collectivités publiques, il y a une notion de verticalité quand même. Or, on voit bien aujourd'hui que la jeune génération, elle supporte plus tellement de se faire dire écoute, tu vas attendre ton heure avant d'avoir toi aussi le droit de faire. Ce qu'on appelait entrer dans la carrière, qui faisait qu'en réalité, à 20 ans, on avait tel type de poste, à 30 ans, tel type de poste, à 40, etc. Pour des étudiants comme vous, lorsque nous étions étudiants, c'était naturel. On attendait notre temps. Et aujourd'hui, en réalité, à 30 ans, on ne voit pas du tout pourquoi un gars de 60 ans viendrait vous expliquer la vie. Après tout, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité, c'est une opinion, et on peut avoir la sienne. Et donc, cette remise en cause de la verticalité, de l'autorité hiérarchique, est un élément de déstabilisation très important qui conduit à ce qu'en vérité, on perde complètement la notion de, et c'est le 3e point, d'expertise et de discernement. Car qu'est-ce qui fait la différence entre le chef et ceux
auquel il commande, eh bien, c'est cette idée que chacun accepte finalement que le chef, il sait des choses que les autres ne savent pas, parce qu'il a cette expertise, parce qu'il a ce discernement, et on lui fait confiance. Et c'est encore plus vrai finalement en politique que dans l'entreprise, parce que finalement, il y a dans l'entreprise une sorte de batterie de critères objectifs, notamment qui ont trait au résultat de l'entreprise, on l'a entendu évoquer tout à l'heure, qu'on ne trouve pas dans la politique, pour toute une série de raisons sur lesquelles on reviendra. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que l'expertise et le discernement sont challengés par quoi ? Par l'intelligence artificielle. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on est capable de dire à un chef, non, tu nous as dit une chose, mais en fait, elle n'est pas vraie, et on vient de te le démontrer par les outils de l'intelligence artificielle. Et donc, le combiné de ces trois éléments, c'est des éléments de déstabilisation considérables pour le leadership. Et du coup, et je terminerai par là ma réponse, mais elle permet de poser notre débat, dans une démocratie, de plus en plus, les gens disent finalement, est-ce que la démocratie, c'est si bien que ça ? Parce que la démocratie, finalement, on lui fait un procès en inefficacité. Oui, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Vous nous avez promis la baisse du chômage, vous avez promis la réduction des dépenses publiques ou des déficits. D'abord, nous, on n'a pas voulu que ce soit comme ça, donc les résultats ne sont pas là et on n'est pas content. Et d'ailleurs, il y a un populiste qui nous a dit que lui, il était capable de régler le problème en une demi-heure. Donc finalement, c'est peut-être lui qu'il faut écouter. Alors bon, on n'a pas tout compris, mais on a compris qu'il y avait trop d'immigrés d'un côté, ou qu'il n'y avait pas assez il y avait trop d'aides pour l'Europe ou des choses comme ça. Peut-être qu'on peut changer tout ça puis récupérer l'argent. Et on a ça sur tous les thèmes. Vous avez le débat sur les carburants qui est très, très intéressant en ce moment, avec des propositions de LFI, du RN qui sont très intéressantes. Ils disent on va baisser les taxes, on va bloquer les prix. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça se paye tout ça. Et donc, c'est intéressant de voir cette approche, donc ce challenging, et qui amène évidemment un procès en inefficacité. Puis le deuxième procès, c'est le procès en insincérité. Finalement, vous nous avez promis des choses, vous ne les avez pas faites, donc vous n'êtes pas sincère. Donc vous n'êtes pas un chef, donc finalement on va vous virer. Et donc on est dans une approche de contestation de la démocratie elle-même. Tous ces éléments-là font que le chef n'est plus tout à fait ce qu'il était. Donc lorsqu'on évoque la question du leadership public à l'épreuve des transformations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mutations et celle qui s'impose le plus spontanément à l'esprit, et vous en avez parlé un peu, c'est la question de l'intelligence artificielle. Donc on en a déjà discuté sur la table ronde précédente, mais là, dans cette perspective de leadership public, comment le leadership public peut-il et doit-il accompagner l'avènement de l'intelligence artificielle ? Alors d'abord, effectivement, je l'ai évoqué en introduction, maintenant on va rentrer dans le détail, puisque le rapport entre l'homme politique et l'intelligence artificielle, et le leader public et l'intelligence artificielle, en fait c'est un rapport qui est assez proche à ce stade, en tout cas du cauchemar. Parce que la grandeur du chef, c'est quelque part de créer autour de lui un imaginaire en politique. Je dis ça devant Jean-Pierre, dont j'ai été le ministre. Nous avons bien vécu ça. Il y a une part d'imaginaire. Moi, par exemple, j'ai un truc qui m'a toujours fasciné. Vous allez voir que je viens de très loin par rapport à l'IA, vous allez comprendre. Lorsque la France se trouve en juin 1940, qui est probablement la page la plus noire de notre histoire, elle a tout perdu, elle est par terre. Et il y a un général que personne ne connaît qui va au micro de Londres et qui a fait ce fameux appel du 18 juin que peu de gens ont entendu. Mais il y a une phrase qui, en tout cas, a été retranscrite et qui, de mon point de vue, est extrêmement intéressante, puisque le général de Gaulle donc, explique que, certes, beaucoup pensent que tout est perdu, mais il explique qu'on a des forces en Afrique du Nord, on ne sait pas très bien où, mais enfin voilà, qu'il y aura une force militaire un jour qui va venir nous aider. Enfin bon, voilà. Et surtout, il a cette phrase assez incroyable, il dit « Moi qui vous parle en connaissance de cause ». Et cette locution, en réalité, elle est extrêmement intéressante, puisque si vous vous posez, elle ne veut strictement rien dire. Mais elle incarne le mystère du commandement politique. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver dans une entreprise, parce que le rendez-vous des salariés ou des clients avec un chef d'entreprise, ça n'est que de la rationalité, parce que ça doit être démontré. En politique, il y a cette dimension un peu irrationnelle qui fait que le chef est chef et pas les autres, et que vous retrouvez à travers une formule comme celle-là qui fait que quand le citoyen écoute, on dit lui, il sait des choses qu'on ne sait pas. Et donc on va le suivre parce que c'est peut-être notre dernière solution. Et là où c'est compliqué, c'est que l'intelligence artificielle, évidemment, c'est tout l'inverse de moi qui vous parle en connaissance de cause, puisque c'est systématiquement challengé. Donc pour l'homme politique, c'est un cauchemar. Et donc toute la difficulté est de voir comment il est capable,
avec le retard qui est le sien, parce qu'il a tellement eu de choses à faire avant d'arriver où il est, qu'il n'a pas forcément eu le temps de creuser la question de l'intelligence artificielle, de voir comment il peut l'intégrer à sa propre culture et être capable de prendre des décisions qui vont permettre à la population qu'il dirige d'utiliser au mieux ces outils extraordinairement complexes qui viennent totalement basculer tous les fondamentaux de l'éducation dès le plus jeune âge, de la compréhension intellectuelle des problématiques et de la capacité du raisonnement, notamment dans des pays occidentaux et démocratiques. Parce qu'en vrai, ces sujets-là ne sont pas du tout abordés de la même manière dans les dictatures, pour des raisons évidentes. Mais dans les démocraties, qui sont fondées justement sur les Lumières, sur une approche universelle des choses, sur l'apprentissage de l'esprit critique, on en a parlé tout à l'heure, qui d'ailleurs a été largement construit par la philosophie française, cette idée du cartésianisme, du doute, de la méthode critique, en réalité, tout cela aujourd'hui pèse assez peu pour un élève qui, dès le collège, va comprendre qu'en réalité, s'il appuie sur la bonne touche, il n'aura pas beaucoup de mal à se donner pour apporter la bonne réponse. Le professeur lui-même va appuyer au bout d'un certain temps, et c'est déjà le cas, sur la bonne touche pour faire corriger la copie par l'intelligence artificielle. Donc cette espèce de tiers, dont on ne peut pas dire qu'il est de confiance, parce qu'on sait qu'il a des biais, mais aujourd'hui, tout le monde dans une grande difficulté. On est dans un point de bascule, et pour tout dire, on n'a pas la réponse. On ne l'a pas parce qu'on ne sait pas, d'abord, jusqu'où va aller cette intelligence artificielle, même si on sait qu'elle va aller loin, mais deuxièmement, dans quel état allons-nous retrouver la génération de nos enfants d'ici 5 ou 10 ans, du point de vue de leur construction intellectuelle. Donc pour le décideur politique, dans une démocratie, c'est une donnée nouvelle, extraordinairement évolutive, et qui en plus, c'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure lors de notre déjeuner de préparation, en plus, on n'est même pas maître de ceux qui mettent le contenu dans l'intelligence artificielle, puisqu'on ne sait même pas d'où ça vient. Donc cet ensemble, en réalité, nous met dans une très grande situation de fragilité. Alors le décideur politique, pour répondre à votre question, il se retrouve confronté à ça et il ne sait pas par quoi commencer. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est une évolution permanente et il faut qu'il essaye de mettre de l'ordre dans son discours, dans ses idées, pour proposer un projet au peuple qu'il a vocation à administrer. Les populistes n'ont pas ce problème. Les populistes n'en parlent absolument pas. Et quand ils en parlent, c'est uniquement pour faire croire que leur sujet, c'est la régulation. Alors que l'homme de gouvernement sait qu'il faut l'intégrer dans tout. La dimension éducative, je viens d'en parler, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension institutionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est, comme on dit dans les entreprises, le core business des hommes politiques. Et là-dessus, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la page est blanche. Et l'élection présidentielle en France l'année prochaine va se faire dans un contexte de très grande tension à cause de la menace populiste. On va parler de toute une série de choses. Et ce que je redoute, c'est que la seule dont on ne va pas parler, c'est l'intelligence artificielle, qui est au cœur des données futures. Et donc, c'est ça auquel on est confronté aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas venir aujourd'hui avec des réponses sur ce sujet. Ça ne serait pas raisonnable de ma part. Je ne peux pas venir avec des réponses. Je reviens en revanche avec l'idée de vous dire il faut challenger le débat public là-dessus. On n'a pas le droit de le passer à côté, alors que ce sera omniprésent dans les grands enjeux des années qui viennent. Alors avec cette question d'intelligence artificielle, on envisage ici un leadership de portée nationale, mais il est aussi possible de penser d'autres échelles de leadership. Donc vous avez été réélu le mois dernier maire de Meaux pour un 6e mandat. On peut dire alors que vous incarnez une forme de leadership local. Quelles sont pour vous les singularités de ce leadership local et comment s'exerce-t-il concrètement ? Alors là, je suis obligé de quitter un peu l'intelligence artificielle. Oui, là, il y a On est plus haut d'accord. qu'un rapport. Parce que pour tout vous dire, quand vous êtes maire, vous pouvez parler des grandes affaires du monde avec vos administrés. Si vous n'avez pas réglé le problème du trou dans le trottoir, de l'ampoule qui ne marche toujours pas, ou des voyous qui vous cassent les pieds toute la journée dans le hall de votre immeuble, en fait, vous n'êtes pas réélu. Donc de toute façon, ça règle le problème. Ce qui est absolument passionnant dans le leadership local, c'est que vous êtes challengé en permanence. C'est-à-dire que vous n'avez jamais le droit de mentir. C'est ce qui fait la différence avec le leadership national, où objectivement, il est extraordinairement facile de noyer le poisson. Moi qui ai fait des milliers d'émissions, je crois que je peux le dire devant le Premier ministre, qui m'a envoyé au feu sur des trucs absolument indéfendable. Je peux témoigner,
je peux témoigner que la vérité, elle peut parfois être un peu relative en fonction des circonstances. Quand vous êtes maire, vous ne pouvez pas tricher, pour une raison simple, c'est que vous êtes dans la démocratie directe la plus absolue. C'est-à-dire que vous avez le citoyen qui est devant le maire, qui par ailleurs est un taxpayeur, un contribuable, un consommateur de services publics, et que, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de lui trouver une réponse. Voilà. Et si vous ne le faites pas une fois, deux fois, trois fois, la quatrième ne vient plus vous voir, mais il ne veut plus jamais vous voir. Voilà. Et donc, vous n'avez pas des tonnes de choix. Il faut que vous trouviez des solutions. Ça fait la grandeur du métier de maire. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils viennent vous voir pour un problème, parce qu'ils ont vraiment ça dans la tête, vous allez vous nourrir de tous ces problèmes pour comprendre la société française. Quand vous avez une personne qui vient vous voir, le maire de Meaux, qui fait ses permanences tous les vendredis après-midi sans rendez-vous, avec des gens qui viennent les voir de partout et qui viennent poser le problème, en fait, c'est une formidable source d'information. Parce que la personne qui vient vous voir parce qu'elle a un problème, elle demande un logement ou elle demande un emploi, c'est jamais la même que la suivante ou la précédente. Il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'emploi? Alors, est-ce que vous êtes au chômage depuis longtemps? Vous avez quel âge? Vous avez fait quoi dans la vie? Vous avez déjà travaillé? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Personne qui vous dit « moi, je fais tout ce que vous voulez », c'est qu'elle ne sait rien faire, en fait. Et qu'il faut tout recommencer, qu'il y a tout un parcours. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vous dit « non, moi, là, je cherche dans tel ou tel domaine ». Personne qui demande un logement, mais il y a toutes les nuances du gris. Vous êtes seul dans la maison, vous avez des enfants, il y a un mari, il est violent, les enfants sont grands, ils font des mauvaises fréquentations ou pas, vous voulez déménager, pourquoi? Et à chaque fois, vous avez en réalité le spectre complet de la société que vous administrez. Et donc, c'est une richesse extraordinaire. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité rester maire quand a été prise cette décision idiote d'interdire aux maires d'être députés? C'est parce que personne ne va jamais voir le député. Parce que si vous allez voir le député pour un problème de logement ou d'emploi ou de stage ou d'ampoule qui ne marche pas, il va vous dire « je vais écrire au maire de votre commune ». Donc les gens, ils ont compris, ils vont voir directement le maire. Et ça change tout. Le rôle du maire, c'est bien entendu d'apporter cette réponse et en même temps, parce que sinon, ça ne suffirait pas, d'avoir une vision pour son territoire. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que vous êtes à la fois le maire de vos concitoyens, mais aussi le maire des grands projets. Parce que non seulement votre administré, il veut que vous régliez le problème du trou dans le trottoir, mais il veut aussi évidemment que vous ayez une grande politique culturelle, une grande politique de sécurité, une grande politique de développement économique. Il veut s'assurer que ses enfants vont grandir dans un milieu apaisé et que le prix de son appartement, s'il est propriétaire, ne va pas diminuer. Tout ça, c'est la globalité d'un territoire. Le maire, c'est le chef du village. Et ça, objectivement, quand on veut faire de la politique, c'est irremplaçable. Un dernier sujet, oui, qui concerne aussi bien peut-être le leadership local que national. On a pu le voir pendant les dernières élections municipales et on le voit à l'échelle nationale, c'est la question du populisme. Si je ne me trompe pas, vous avez choisi d'écrire et de publier un ouvrage qui paraît aujourd'hui, voilà. Dont le titre est « Quand les populistes trahissent le peuple ». Donc l'une des distinctions que vous établissez d'ailleurs entre les partis populistes et les partis de gouvernement tient à la mise en œuvre justement de ce leadership public. Comment on peut distinguer justement les partis de gouvernement des partis populistes sur cette question du leadership et comment les partis de gouvernement peuvent résister et peut-être faire face aux partis populistes, notamment dans le contexte actuel d'élections qui se présentent. Écoutez, c'est la grande question de la présidentielle. Voilà, c'est celle qu'il faut poser, qui à mon avis est plus importante que toutes les autres. C'est est-ce que la France va basculer dans 15 mois dans le populisme, comme d'autres pays malheureusement occidentaux, la Hongrie, Turquie, les États-Unis, ou est-ce qu'on va trouver la force d'y résister? Et cette question, elle est extrêmement grave, en fait, puisque derrière tout ça, on sait le piège qui nous est tendu. Le match entre les populistes et les partis populistes et les partis de gouvernement, c'est un match inégal. C'est un match totalement asymétrique parce que le parti populiste, ils ont connu leur source historique, c'est pour ça que moi je suis toujours très attaché à l'histoire, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à travers les grandes tragédies qu'a connu le monde à travers les tragédies du 20e siècle. En fait, ce sont des partis qui nourrissent leur ressort à travers l'exploitation et l'instrumentalisation des émotions que sont des émotions populaires que sont la colère, la frustration et la peur, et qui sont dans une approche de court terme extraordinairement
brutale et qui radicalise les minorités à travers l'utilisation de boucs émissaires, à travers le double langage, à travers le chef incontestable. Et en réalité, il y a derrière tout ça une approche très court-termiste qui fait croire qu'on peut trouver des solutions très rapides à des problèmes complexes. Et d'ailleurs, les mots utilisés sont des mots systématiquement simplistes, visant à jouer sur ce ressort de la peur, où on le voit bien, de l'aigreur, de la vengeance, de la frustration. Et donc, par rapport à ça, un parti de gouvernement, il est très faible, en fait, parce que lui, il arrive avec la rationalité, il arrive avec la démonstration, il arrive avec une approche qui est celle du réel, dans sa complexité. Et il lui faut un peu de temps pour expliquer les choses. Donc, à une même question posée à un populiste, le populiste dit « Oh, c'est très simple, moi je renverse la table, je vire tout le monde et ça va être réglé ». La même question, le parti de gouvernement, il va vous dire c'est compliqué en fait. Non, c'est plus compliqué. Il faut qu'on aille voir les uns et les autres, qu'on discute, qu'on trouve une solution, qu'on arrive à un compromis. C'est fini, le temps de parole, il est déjà expiré. Donc en réalité, ce match, il est asymétrique. Et il est d'autant plus asymétrique qu'en fait, on n'a pas le même regard sur l'un comme sur l'autre. On est très indulgent vis-à-vis d'un populiste. Le Pen, Mélenchon, Bardella peuvent dire n'importe quoi. Les chiffres les plus aberrants, on va dire c'est Le Pen, il ne faut pas s'énerver, c'est Mélenchon, ils exagèrent toujours. Alors qu'un responsable de parti de gouvernement, il fait une erreur sur un chiffre, il a 6 mois de campagne de presse. Vous n'avez pas travaillé vos dossiers, vous êtes loin du réel, vous ne connaissez pas. Et donc en réalité, l'asymétrie rend le combat extraordinairement difficile. Et dans ce contexte-là, il va falloir mobiliser les bonnes volontés parce qu'après, il est trop tard. Quand les partis populistes prennent le pouvoir, ils le rendent quand même rarement. Donc il faut faire attention à tout ça et c'est ça qui est l'enjeu. Et l'autre grand point, c'est que du coup, il y a une incompatibilité totale entre un parti de gouvernement et un parti populiste. Et donc, imaginer de faire des alliances entre un parti de gouvernement et un parti populiste, c'est une folie. D'ailleurs, à chaque fois que les partis de gouvernement l'ont fait avec les partis extrémistes, ça s'est plutôt assez mal terminé pour eux. Donc, comme l'histoire de l'humanité n'est pas une page blanche, on a le droit de regarder ça aussi. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous. Merci.